Bonsoir tout le monde et voici vos informations régionales. Pour commencer ce bulletin, on revient sur l'incendie qui a frappé le centre-ville de La Sarre il y a maintenant un mois. La relocalisation pour les sinistrés tire à sa fin. Sophie Média-Villarivard fait le bilan. Sur les 22 Lasarrois qui se sont retrouvés à la rue après l'incendie du 21 juillet, 5 ont déjà retrouvé un logement permanent. Les autres sinistrés sont hébergés par des personnes de leur entourage. Après l'incendie, la ville de La Sarre et plusieurs organismes de la MRC d'Abitibi-Ouest ont rapidement pris en charge les personnes touchées. On a mis en place notre mission de notre plan de sécurité civile qui est la mission Aide aux personnes. Qui ont travaillé avec le CIS et la Croix-Rouge là, pour, après le 72 heures de la Croix-Rouge, pouvoir aider les gens, les sinistrés, le temps, les entreprises que les résidents, les gens là, qui avaient perdu leur résidence. Là. Une campagne de dons a été lancée pour recueillir de l'argent, des meubles et différentes ressources pour la relocalisation. La Maison Saint-André a aussi offert des vêtements et de l'aide alimentaire aux sinistrés. Ça m'étonne à chaque fois comment que les gens sont généreux en Abitibi-Ouest. Oui, il y a 26 500 $ qui a été recueilli, là. Puis la plupart des dons venaient de la population. Là. Au début, c'est sûr, c'était déstabilisant pour eux. Mais là, présentement, là, je vous dirais que ils viennent pas mal moins là, chercher l'aide alimentaire. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé un petit peu le cours normal là, des journées. Là. 13 entreprises avaient également été la proie des flammes. La majorité des gens ont réussi à des petites entreprises qui abritaient les logements ont réussi à se recasier, donc offrent maintenant leurs services à nouveau. Au niveau du restaurant Léo Pizza, le cinéma, entre autres, le dossier avance, sont en cours, regardent s'ils vont reconstruire, se déplacer, qu'est-ce qui va se passer. Le dossier avance tranquillement. Le restaurant Léo Pizza fait présentement des travaux et installations pour une éventuelle relocalisation. Et les débris de l'incendie n'ont toujours pas été nettoyés parce que c'est la responsabilité des propriétaires et que les démarches de réclamation avec les assureurs se poursuivent. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à La Sarre. Le mouvement Desjardins annonçait en début d'année vouloir réduire d'environ 30 ses centres de services et ses guichets automatiques d'ici 2026. Et dans la région, on constate de plus en plus les effets de ce plan de réduction, comme nous le rapporte André Audet. Il y a 2 mois à peine, les centres de services de Malartic et Barrault fermaient leurs portes. Quant aux guichets automatiques, on en compte de moins en moins. À Rouyn-Noranda, ceux de l'hôpital et l'UQAT ont été retirés dans les derniers mois. Des caisses ont réduit le nombre de machines à l'intérieur de leurs sièges sociaux. Et dans les dernières années, des centres de services avaient aussi fermé en Abitibi-Ouest et au Témiscamingue. Ce qu'on nous a dit chez Desjardins à ce moment-là, et on parle d'il y a quelques mois, c'est que le Témiscamingue avait déjà donné, qu'il restait plus beaucoup de services à réduire et qu'en conséquence, on ne risquait pas ou on risquait peu d'être concerné par les actuelles fermetures. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, rappelle que le pouvoir des élus pour contrer la réduction de services chez Desjardins est limité. On peut revendiquer le maintien de services, on peut débattre et argumenter sur le service à la population, sur la qualité des services, mais ce sont des services privés. Desjardins, c'est une coopérative. Il est possible que si l'ensemble des membres s'objectent aux fermetures envisagées, on en vienne à obtenir qu'il y ait moins de fermetures et qu'ils maintiennent les services. Il reste actuellement 9 centres de services et 16 lieux où on retrouve des guichets automatiques dans la région. Dans la MRC d'Abitibi, mis à part Barrault, aucune autre municipalité en périphérie d'Amos n'est desservie par Desjardins. Si on veut maintenir nos cœurs villageois en santé, il faut avoir des services de proximité. Desjardins, c'en est un, Poste Canada, c'en est un autre, mais il y a aussi des services d'infirmières, des services de proximité. Moi, j'y crois et je suis conscient que d'offrir des milieux dynamiques ruraux, c'est essentiel pour que les communautés plus urbaines puissent survivre. Par courriel, Desjardins rappelle que la fermeture des centres de services et des guichets automatiques sont déterminés par le conseil d'administration de chacune des caisses et font suite à une évaluation de leur taux d'utilisation. Seules les caisses d'Amos, du Témiscamingue et de l'Est de l'Abitibi nous ont confirmé qu'aucune autre réduction de services n'est à venir. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et dans le domaine aérien, les pilotes d'Air Canada votent à 98 pour autoriser un recours à la grève. Les représentants syndicaux de l'Association des pilotes de ligne internationale peuvent l'utiliser pour arriver à une entente avec le transporteur aérien.
Selon le syndicat, les travailleurs ont un taux de rémunération et des clauses de qualité de vie qui ont été négociées en 2014. Dans la région, on rappelle que la seule liaison aérienne faite par Air Canada est Rouyn-Noranda-Montréal. On vous en parlait hier des efforts écologiques d'Agnico Eagle à son complexe canadien de Malartic. Eh bien, justement, ça se traduit aussi par de l'électrification de leurs équipements. Par contre, quelques obstacles leur mettent des bâtons dans les roues. Félix Blaquière nous explique. Dès le départ, c'était clair pour nous, on avait une vision électrique. Agnico Eagle soutient que l'écologie est au centre de leurs valeurs. Et cela passe notamment par l'électrification de leurs équipements. Au niveau des équipements de service, des boulonneuses, c'est déjà des équipements qui marchent électriques. Fait que nous, scooters, on se connecte sur du 600 volts, ligne électrique, puis on utilise des foreuses pour mettre des poulons, forer les volets. Ce type d'équipement-là était juste motorisé diesel. Fait que pour se déplacer de place, il y avait un moteur diesel. Fait que nous, ce flotte-là est à 60 % électrique actuellement. Cependant, il se frotte à des obstacles, comme notamment les limites actuelles au niveau technologique. Il donne l'exemple des chargeuses navettes pesant 65 tonnes. Il faut comprendre que les chargeuses navettes, les scoops qu'on appelle dans notre langage, camions, la flotte est diesel. C'est des équipements flambant neufs qu'on a. La technologie n'existe pas encore au niveau équipement à batterie pour des équipements de cette grosseur-là. Nous, c'est sûr que la teneur est basse, il faut passer beaucoup de tonnes, fait que ça prend des gros équipements. L'entreprise minière reste toutefois proactive en la matière. On a une équipe la semaine prochaine qui va être en Suède pour aller voir avec Epiroc. Nous, on a une flotte Epiroc ici à Odyssée. Fait qu'il y a des gens qui vont aller voir une flotte Epiroc qui font des tests au niveau avec un trolley. Fait qu'un peu comme une espèce de tramway, si on veut, là, avec relié à un des câbles électriques. Fait qu'on en regarde voir est-ce qu'il y aurait la possibilité éventuellement de le faire là-dessus. Un autre obstacle à leurs ambitions électriques est la limite énergétique que peut leur fournir Hydro-Québec. La capacité d'Hydro-Québec de fournir en énergie aussi, qui est vraiment un enjeu aussi. Là, on voit ça des fois dans les journaux, on dit c'est plus ou moins vrai. Je peux vous dire que c'est vrai parce que des projets qu'on a, mettons, électriques, puis c'est pas une plainte envers Hydro-Québec en passant, là, mais on a des projets des fois qu'on peut y aller électrique ou gaz naturel pour chauffer de l'eau, puis il faut y aller au gaz naturel parce que la capacité n'est pas là. Agnico Eagle est en processus d'électrifier davantage leurs équipements et ultimement, la minière souhaite une flotte 100% électrique quand la technologie le permettra et si la capacité énergétique est au rendez-vous. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. La saison estivale est terminée pour la guinguette chez Enman, qui a accueilli 15 soirées festives cet été. Des artistes locaux, mais aussi de tout le Québec, y ont performé. La guinguette chez Enman va accueillir des spectacles quelques dernières fois pour le week-end du Festival de musique émergente. L'organisation est heureuse que ce projet favorise le vivre ensemble, stimule la découverte musicale et permet aussi aux citoyens de fêter l'été entre famille et amis. Ça a été un été vraiment exceptionnel, autant au niveau température, on a pu tenir toutes nos soirées comme prévu, donc Dame Nature a été généreuse avec nous. Puis on a eu vraiment beaucoup de personnes, à toutes les fins de semaine, des gens qui venaient autant pour les DJ qui ont connu un fort succès et nos spectacles du vendredi pour faire des découvertes musicales en route vers le FME avec des artistes un peu émergents. Donc ça a été un été là, vraiment exceptionnel. Les Foreurs de Val-d'Or confirment l'ajout de Benjamin Cossette-Ayotte, Jacob Gucci et Benjamin Olivier dans leur alignement pour la saison 2024-2025. Ils ont tous été sélectionnés en première ronde du dernier repêchage de la LHJMQ. À la météo pour ce soir et cette nuit, partout dans la région, ce sera partiellement nuageux, avec un 30 % de probabilité d'averse. On prévoit un minimum de 14 degrés. Et pour ce qui en est de demain, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, ce sera aussi nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse et un risque d'orage en après-midi. Des minimums entre 22 et 23 degrés. Et un petit aperçu pour dimanche, alternance de soleil et de nuages pour les secteurs au nord, dégagés pour les secteurs au sud. Et on aura une température de 27 degrés sur tout le territoire. Et voilà, c'était vos informations régionales. Je vous souhaite de passer une belle soirée et aussi une agréable fin de semaine. Au revoir.